En 2025, nous sommes habitués à voir des affaires résolues grâce à la généalogie génétique. C'est tout simplement devenu la norme aujourd'hui. Mais ce n'est pas seulement un minuscule fragment d'ADN qui peut résoudre une affaire. D'un poil d'animal très particulier à une intrigue policière fictive qui ressemble un peu trop à un crime réel, parfois, c'est l'indice le plus étrange qui permet d'apporter des réponses à une famille en deuil. Rejoignez-nous pour l'épisode d'aujourd'hui où nous allons examiner 3 indices bizarres qui ont permis de résoudre des crimes. Nancy Titterton. Dans l'après-midi du 10 avril 1936, Nancy Titterton, âgée de 34 ans, a été retrouvée étranglée à mort dans la baignoire de son domicile à Manhattan, New York, par 2 hommes qui livraient un canapé récemment réparé. Comme Nancy était une romancière amateur et l'épouse de Louis Henry Titterton, un cadre de la NBC, son viol et son meurtre particulièrement violents ont fait la une des journaux nationaux, et la pression était forte sur les détectives pour qu'ils trouvent des réponses dans son affaire. Mais les enquêteurs disposaient de très peu d'éléments, même pour les années 1930. Les seuls objets notables retrouvés sur les lieux étaient un morceau de corde de 33 cm qui avait servi à lui attacher les mains et un seul cheveu retrouvé sur le lit. Au début, le cheveu a été écarté en pensant qu'il appartenait à la victime, mais chose intéressante, il a été réexaminé plus tard et il s'est avéré qu'il s'agissait en réalité de crins de cheval. Ce type de poil était utilisé pour rembourrer les meubles, y compris certains des meubles de l'appartement. Faute de mieux, les forces de l'ordre ont examiné de plus près les preuves concernant la corde. Le toxicologue Alexander Gettler a aidé à retracer son origine, les détectives suivant les preuves jusqu'à la société Hanover Cordage à York, en Pennsylvanie. Les registres de l'entreprise ont ensuite montré qu'une partie de la corde avait été vendue à un atelier de tapisserie à New York, un endroit que Nancy avait l'habitude de fréquenter lorsqu'elle cherchait de nouveaux meubles pour son appartement. Fait notable, le propriétaire du magasin, Theodore Kruger, et son assistant, John Fiorenza, âgé de 25 ans, étaient les 2 hommes qui se trouvaient dans l'appartement de Nancy et qui ont découvert son corps le 10 avril. Le canapé livré était rembourré de crins de cheval, mais ils ont nié être entrés dans sa chambre. Alors, comment est-il arrivé là? En creusant davantage dans les antécédents de Fiorenza, ils ont découvert qu'il s'était rendu à l'appartement le 9 avril et qu'il était arrivé en retard au travail le 10. De plus, il avait déjà été arrêté 4 fois pour vol et avait été diagnostiqué comme souffrant de délire par un psychiatre de la prison. Munis de ces informations, les policiers ont approché Fiorenza sous prétexte d'avoir besoin de son aide pour l'enquête, puis l'ont confronté avec les preuves du crin de cheval et de la corde. Fiorenza a avoué le viol et le meurtre peu de temps après, affirmant qu'il avait souffert de folie passagère au moment du crime. Il a déclaré aux enquêteurs que Nancy l'avait laissé entrer dans l'appartement du couple parce qu'il lui avait dit qu'il avait des questions à propos du canapé que son employeur réparait. Le 21 janvier 1937, Fiorenza a été exécuté sur la chaise électrique à la prison de Sing Sing. Janet Aberoa, née Janet Christiansen, et Raven Aberoa se sont rencontrés lorsqu'ils étaient adolescents à la Southern Virginia University, en Virginie. Tous 2 issus de grandes familles mormones, ils partageaient une passion pour le football américain. Leur histoire d'amour a rapidement fleuri, et ils se sont mariés après 2 ans de relation, lorsque Raven avait 19 ans et Janet en avait 20. La sœur de Janet, Erika, se souvient, Raven l'a complètement charmé. Il est très charismatique, c'était le prince charmant et elle en est tombée folle amoureuse. Après l'université et leur mariage, le couple a déménagé à Durham, en Caroline du Nord, après avoir accepté des postes chez Eurosport, une entreprise d'articles de sport. C'est alors que le couple a commencé à rencontrer des difficultés dans leur relation. Une autre sœur de Janet, Sonia, a déclaré qu'un jour, sans prévenir, Raven est allé voir Janet et lui a avoué qu'il voulait mettre fin à leur mariage et qu'il avait eu plusieurs liaisons au cours de leur brève union. Janet était d'autant plus bouleversée qu'elle venait d'apprendre qu'elle était enceinte.
Elle a dit à sa famille qu'elle ne voulait pas élever le bébé seule et, par conséquent, elle se sentait impuissante et piégée dans une relation malheureuse. Cependant, après que Raven ait appris la grossesse de Janet, il a changé d'attitude. Sonia a déclaré « Il a promis, juré sur tous les tons qu'il ne la tromperait plus jamais et qu'elle était la seule pour lui. Il ferait tout pour que ça marche. » Le couple s'est réconcilié et Janet a donné naissance à leur premier enfant, un fils nommé Caden, le 17 octobre 2004. Mais alors que le couple retrouvait une relation plus apaisée, leur union a subi un nouveau coup dur lorsqu'il a été révélé que Raven volait de l'argent à leur employeur. Janet a démissionné par embarras, tandis que Raven a plaidé coupable à 5 chefs d'accusation de détournement de fonds. Il a évité de purger une peine de prison. Les choses ont empiré le 26 avril 2005, lorsque Raven est rentré chez lui après avoir joué au football américain avec ses amis vers 22h et a trouvé Janet morte dans leur chambre. Leur fils de 6 mois, Caden, n'a heureusement pas été blessé. Dans l'appel au numéro d'urgence 911, Raven aurait déclaré « Ma femme est morte, elle a été abattue, il y a du sang partout, elle ne respire plus. » Mais Janet n'avait pas été abattue, elle avait subi une blessure par arme blanche au cou et à la poitrine. De façon glaçante, au moment de son meurtre, elle était enceinte du 2e enfant du couple. Raven a ensuite affirmé que sa femme avait été victime d'un intrus, en soulignant qu'un couteau avait disparu de la maison, tout comme son ordinateur portable. Cependant, les enquêteurs n'ont trouvé aucune trace d'effraction, et des objets de valeur avaient été laissés bien en vue, ce qui les a amenés à douter de sa théorie. Ils ont aussi noté l'absence de désordre ou de lutte dans la maison, ce qui serait attendu lors d'une agression au couteau par un inconnu. Faute de preuves, Raven n'a pas été inculpé et a repris le cours de sa vie. 3 ans après le meurtre de Janet, il a demandé à sa nouvelle petite amie, Vanessa Pond, de l'épouser. Elle était au courant de son passé, mais elle était convaincue qu'il n'avait pas tué sa première femme. Mais au fur et à mesure que leur relation avançait et qu'ils se sont mariés, il est vite devenu verbalement agressif et physiquement violent. Seulement 4 mois après leur union, Vanessa l'a quitté et le mariage a été annulé. Au printemps 2009, vers le moment où l'affaire a été rouverte, elle a admis publiquement qu'elle craignait qu'il ait tué Janet en 2005. Le nouvel officier chargé de l'affaire a remarqué que les histoires de Raven ne concordaient jamais et qu'il donnait souvent des versions contradictoires. L'officier se souvient, les lumières étaient allumées, les lumières étaient éteintes, l'enfant pleurait, l'enfant ne pleurait pas. On ne se trompe pas sur ce genre de choses si on dit la vérité. Il a ajouté qu'il trouvait étrange que, lors de l'appel de Raven au 911, il n'ait jamais réellement demandé de l'aide pour sa femme. En consultant les photos de la scène, le détective a vu l'étui à lentilles de Janet ouvert sur le comptoir de la salle de bain. Il a trouvé cela étrange, car selon le récit de Raven, elle se préparait à aller se coucher lorsqu'il a quitté la maison vers 20h SAR. La police a ensuite exhumé le corps de Janet pour découvrir qu'elle portait encore ses lentilles de contact au moment de sa mort. Il pensait qu'elle était morte avant que Raven parte ce soir-là. Elle n'avait pas eu le temps de se préparer pour dormir avant d'être tuée. Raven a été jugé en 2013. Son procès a duré 5 semaines et a réuni 80 témoins ainsi que 500 pièces à conviction. Son ex-femme a témoigné pour l'accusation, tout comme les membres de la famille de Janet, sa mère décrivant Raven comme quelqu'un de contrôlant, infidèle et violent verbalement. Des témoins ont également déclaré que Janet avait peur de son mari et avait essayé de le convaincre de suivre une thérapie. Raven était aussi connu pour collectionner les couteaux. La défense a affirmé que la police avait trouvé une empreinte digitale ensanglantée et une empreinte de chaussure sur les lieux ne correspondant pas à Raven, suggérant la présence d'une autre personne. De plus, il n'y avait aucune arme du crime, pas de sang dans la voiture de Raven et aucun témoin. Cela a conduit un membre du jury à voter non coupable, ce qui a conduit à un jury dans l'impasse. Un second procès était prévu pour 2014, mais Raven a finalement accepté un plaidoyer Alford pour homicide volontaire avant qu'il ne puisse commencer. Il a passé 8 ans en prison, dont 4 années déjà purgées, avant d'être libéré le jour de Noël 2017. Dariusz Janicewski. Un jour de décembre 2000, un chef d'entreprise nommé Dariusz Janicewski a été découvert flottant dans la rivière Oda, en Pologne, par un groupe de pêcheurs. Le cadavre a été retiré de l'eau après l'arrivée de la police sur les lieux, où l'on a constaté que Dariusz avait un nœud coulant autour du cou et les mains attachées dans le dos.
Une partie de la corde avait été sectionnée avec une lame et elle reliait auparavant ses mains à son cou, ce qui l'aurait maintenu dans une position très douloureuse, chaque tentative de se débattre ne servant qu'à resserrer les liens. Le corps de Darius était vêtu d'un sweatshirt et d'un sous-vêtement, et présentait des signes indiquant qu'il avait été torturé avant sa mort. Son autopsie a révélé qu'il avait été affamé pendant plusieurs jours avant d'être tué, et, bien que la police ait d'abord émis l'hypothèse qu'il avait été étranglé avant d'être jeté à l'eau, il a été révélé qu'il s'était noyé, ce qui signifie qu'il était encore en vie lorsqu'il a été jeté dans la rivière. Le corps de Darius a été identifié par sa mère. Sa femme avait signalé sa disparition depuis Roquelau, à 60 miles de là, en novembre, mais elle était trop bouleversée pour regarder les restes. Il a été vu pour la dernière fois le 13 novembre lorsqu'il a quitté le bureau où se trouvait sa petite agence de publicité. Dans les mois qui ont suivi la découverte de son corps, les autorités ont mené une vaste recherche d'indices. Des plongeurs ont fouillé le lit de la rivière, des policiers ont ratissé les berges et la forêt voisine, mais les enquêteurs ont eu du mal à trouver un mobile pour son meurtre. Son entreprise recevait régulièrement du travail. Après une période difficile, lui et sa femme s'étaient réconciliés et adoptaient un enfant. Il n'avait connu aucune dette, aucun ennemi connu et aucun antécédent criminel. Sa femme a déclaré « Ce n'était pas le genre de personne à provoquer des disputes, il ne ferait de mal à personne ». Après 6 mois sans aucune piste ni preuve, l'affaire a été classée et laissée à l'abandon. En 2003, seulement quelques années plus tard, un détective de la police de Roquelau a décidé de réexaminer l'affaire pendant son temps libre. Il avait appris l'existence de l'affaire récemment et s'y était intéressé, alors il a décidé d'examiner l'enquête initiale avec un regard neuf, sachant que c'est souvent ainsi que les affaires non résolues recommencent à avancer. La preuve principale était une déclaration de sa mère à la police. Elle était la comptable de son agence de publicité et avait reçu un appel d'un client potentiel qui exigeait de parler à Darius. Elle a dit à l'appelant qu'il était absent et a donné son numéro de portable. Darius a alors dit à sa mère qu'il comptait voir l'appelant cet après-midi. Cependant, l'appel provenait d'une cabine téléphonique publique et il n'était pas certain que l'appelant soit lié à sa disparition et à son meurtre ultérieur. Une petite avancée est survenue grâce à ce nouveau détective lorsqu'il a découvert que le téléphone de Darius n'avait jamais été retrouvé. Cependant, sa femme avait une copie du reçu qui comportait le numéro de série de l'appareil. Peu de temps après, on a découvert que le téléphone avait été vendu sur un site d'enchères en ligne et le vendeur était un écrivain nommé Christian Bala. Dans les jours suivants, le détective a approfondi ses recherches sur le passé de Christian Bala. Rien ne laissait penser qu'il était meurtrier, car il n'avait aucun antécédent criminel. De plus, il aurait très bien pu simplement trouver l'appareil ou le revendre après l'avoir acheté à quelqu'un d'autre. Rien ne prouvait qu'il était forcément lié au crime. Du moins, jusqu'à ce que le détective lise le roman récemment publié de Bala, intitulé Amok. Dans le livre, le narrateur, qui est décrit comme un intellectuel polonais, assassine l'une de ses amantes. Il dissimule l'incident avec tant d'habileté qu'il n'est jamais arrêté. Le détective a été frappé par les détails du meurtre, comme le fait que la femme avait un nœud coulant serré autour du cou et que le nom du personnage principal était Chris, la version anglaise de Christian. De plus, les détails du passé de Chris correspondaient à ceux de Bala lui-même, brouillant la frontière entre le personnage fictif et l'auteur réel. Une différence entre les meurtres, cependant, était que la femme dans le livre avait également été poignardée avec un couteau, ce qui n'était pas le cas de Darius. Cependant, par la suite, le narrateur Chris mentionne qu'il vend ensuite le couteau sur un site d'enchères en ligne. Ce dernier détail a conduit le détective qui a rouvert l'affaire de Darius à se concentrer sur l'auteur. Il a distribué des exemplaires d'Amok à son équipe en leur demandant de trouver d'autres indices. Le passé de Bala a été examiné à la loupe, ses collègues et associés interrogés, mais pas ses amis ni sa famille, car les autorités craignaient de le faire fuir. Une enquête plus approfondie sur son historique d'enchères en ligne a révélé qu'il avait consulté un manuel de police, Accidental, Suicidal and Criminal Hanging, ce qui indique que la mort de Darius était préméditée. Les enquêteurs ont monté un dossier contre Bala dans les mois suivants. Ils ont retracé les appels de la cabine jusqu'à une carte téléphonique ayant aussi servi à contacter les amis, la famille et les petites amies de Bala. Un ami de son ex-femme a rapporté qu'il avait vu Stacia parler avec Darius dans un bar un soir de l'année 2000 et qu'il s'était tout de suite bien entendu. Au début, Stacia avait refusé de parler aux autorités.
Mais après avoir lu Amok et découvert que la femme du personnage principal, Sonia, lui ressemblait étrangement, elle a semblé suffisamment troublée pour contacter les autorités et a confirmé qu'elle était sortie plusieurs fois avec Darius. Elle a ajouté que quelques semaines plus tard, son ex-mari ivre est venu chez elle et lui a demandé d'avouer une liaison avec Darius. Il l'a frappé et lui a dit qu'il avait engagé un détective privé et qu'il s'était rendu au bureau de Darius. Le détective qui avait réexaminé l'affaire s'est souvenu de la dernière phrase du roman, je cite, « C'est celui-ci qui a été tué par une jalousie aveugle. » Soudain, tout prenait sens. Les enquêteurs ont réuni assez de preuves et Bala a été inculpé du meurtre de Darius. Le mobile du meurtre était la jalousie liée à la brève relation de Darius avec l'ex-femme de Bala. Bala a été condamné à 25 ans de prison pour avoir planifié et commis le meurtre, mais en 2007, il a fait appel et un tribunal a ordonné un nouveau procès. Le procès a eu lieu l'année suivante, mais il a de nouveau été reconnu coupable et sa peine a été maintenue. Fait notable, alors qu'il était derrière les barreaux, Bala a commencé à travailler sur un deuxième roman, la police affirmant que les preuves retrouvées sur son ordinateur montraient qu'il prévoyait de tuer à nouveau afin d'en parler dans son deuxième livre. Et voilà les faits. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres réflexions et réactions et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, restez vigilants, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine fois.